La rumeur court sur la Croisette. À la veille de l'ouverture de la 77e édition du Festival de Cannes, le milieu du cinéma ne parle plus que de ça. Une liste de 10 noms, 10 hommes, acteurs et producteurs pourrait être bientôt divulguée. Tous seraient accusés d'agression sexuelle. Accusés par qui? Pour quel fait? Pas d'informations, mais la liste circule sur les réseaux sociaux et a été vue des millions de fois. Certains comptes annoncent une déflagration. Les médias, eux, s'interrogent sur ces possibles révélations, jusqu'à parfois reprendre à leur compte la rumeur. Il y a apparemment énormément de noms qui vont sortir et qui seraient touchés par des affaires de MeToo. Des grands noms du cinéma. C'est tout le cinéma français qui est touché. Un faux ou un tox, déjà secoué par des accusations contre Gérard Depardieu, Benoît Jacot et Jacques Doyon, le 7e art ne sait pas à quoi s'attendre. Dans une interview à Paris Match, la nouvelle présidente du festival assure qu'elle prendra les mesures qui s'imposent. Si le cas d'une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas. Mais on évoquerait aussi l'œuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle. C'est elle la vraie star. La liste des 10 noms qui fait trembler Cannes pose la question de la présomption d'innocence. Soutien du mouvement MeToo, l'acteur Vincent Lindon met en garde contre la rumeur et le tribunal de l'opinion. En fait, aujourd'hui, une rumeur, c'est tout simplement et bonnement une présomption de culpabilité. Même les femmes vont se sentir oppressées par une telle désorientation de tout ça. Ça va les décrédibiliser. Alors la rumeur sert-elle la cause des femmes ou risque-t-elle d'être contre-productive pour les victimes? Y a-t-il encore aujourd'hui une frontière entre rumeurs et information? 3 invités pour ce débat. Julien Pin, bonsoir monsieur, journaliste bonsoir. Spécialisé des fake news, les infox comme on dit sur France Info TV. Vous êtes rédacteur en chef et vous animez l'émission Vrai ou Faux sur France Info TV. Donc, selon vous, ces listes de noms sont de pures rumeurs. Effectivement, elles se répandent sur les réseaux sociaux comme X, ex-Twitter, où il n'y a pas de modération et où la liberté d'expression totale est de mise avec une illusion d'impunité. À côté de vous, Muriel Réus, bonsoir madame, cofondatrice de MeToo Média et présidente de Femmes avec, une association de défense des droits des femmes. Selon vous, cette liste de noms est un dérapage car pour l'instant, il n'y a aucun fait associé. Mais s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, le mouvement MeToo n'aurait pas eu la même ampleur. Par ailleurs, leur impact est donc plus qu'ambivalent. Et enfin, Denis Salas, bonsoir. Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Votre dernier ouvrage, Le déni du viol, essai de justice narrative, est paru chez Michalon. Selon vous, la question de la frontière entre information et rumeur pose la question de la frontière entre dénonciation comme acte civique et délation. S'il y a des faits répréhensibles, c'est à la justice de les traiter. Et on va démarrer avec, Benjamin, la question du jour, la déclaration du jour. Sous forme de question, exactement. Oui. Tu as la liste, c'est l'interrogation qui alimente les conversations ces derniers jours dans le milieu du cinéma, notamment Manuel Alduy, directeur du cinéma France Télévisions, s'en est fait l'écho sur Instagram. C'est la question à la con, je cite, que je reçois, dit-il, avant d'enchaîner une liste d'accusés, ça ne prouve rien. Une pseudo-liste, donc on ne dévoilera pas, bien sûr, ce soir. Muriel Réus, vous qui êtes en première ligne dans MeToo Média, vous avez été contacté par certaines de ces victimes présumées, de ces hommes cités dans cette pseudo-liste? Non. 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 Et... Non, on n'a pas de victimes présumées de cette pseudo-liste. Nous n'avons aucune information qui nous permet de relier des victimes à les personnes citées. Et non seulement nous ne les avons pas, mais la presse ne les a pas non plus, puisque aucune enquête d'investigation n'a été publiée. Donc pour l'instant, on est sur une rumeur pure et simple. Traitée comme une information, comment vous l'expliquez? Oui. Alors ce qui est très ennuyeux, je trouve, au-delà de la rumeur, c'est que pour les gens non informés, cette rumeur, avec son procédé narratif, devient un fait. Et devient, pour une partie des gens qui lisent cette rumeur et qui sont confrontés à ces différents postes, finalement, on l'intègre comme une vérité. Et là est toute l'ambivalence, si vous voulez, de ces propos tenus sans justification aucune, sans enquête étayée, sans victime ou sans personne, femme, ayant pris la parole pour dénoncer ces pseudo-agresseurs. Vous, votre spécialité, donc, c'est la déconstruction des fake news, cette espèce de porosité croissante entre l'information et la rumeur, le ragot, le commérage, etc. Comment précisément vous l'analysez, Julien Pin? Déjà, je pense qu'il faut revenir sur qui est à l'origine de cette rumeur. Oui. C'est quelqu'un qui, sur les réseaux,
présente comme Zoé Sagan. On a l'impression que c'est une femme, pas du tout. C'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on suit, nous, qui est un ancien publicitaire qui s'est reconverti clairement dans l'information à scandale et la désinformation. Et 9 informations sur 10 qu'il donne sont absolument sans fondement. Pourquoi le fait-il? Parce que c'est rentable pour lui ou il le fait déjà, parce qu'il fait le buzz, donc il se fait connaître, il a créé une marque, il a plus de 200 000 personnes qui le suivent sur... c'est quasiment un média maintenant. Ensuite, il fait de l'argent, parce qu'il a un compte Twitter, donc X certifié, donc il va faire de l'argent avec. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, dans ses fréquentations, on le sait, est proche de l'extrême droite française. Donc est-ce qu'il y a des manipulations derrière pour faire avancer parfois une idéologie et attaquer les institutions? Il s'en prend beaucoup aux institutions d'une manière générale, que ce soit Cannes ou le gouvernement. Il y a des intérêts derrière, il faut le savoir. Expliquez, pardon, cette porosité entre rumeurs et information. Je pense que c'est en partie lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui publie sur Internet une information, on considère que c'est une information. Mais le travail d'un journaliste, c'est pas simplement de publier des listes. Et ça, je trouve que les enquêteurs vous le diront tous, on ne publie pas des listes. C'est précisément, c'est d'enquêter et de donner le résultat d'une enquête. Une liste n'a pas de sens. Là, on ne sait pas de quoi ils sont accusés. D'ailleurs, je pense que d'un point de vue juridique, on pourra en parler. Je pense qu'ils font ça sciemment. Ils savent très bien qu'en publiant juste une liste avec écrit suspect numéro 1, suspect numéro 2, parce que c'est comme ça que c'est présenté sur Twitter, et que c'est absolument pas circonstancié, il prend moins de risques d'être attaqué. Mais alors ceux qui ne font pas leur travail, c'est les journalistes, ou certains journalistes dans certains médias qui reprennent ça et qui développent et qui brodent, non? Alors là, les journalistes sont en cause. C'est-à-dire qu'on en parle ce soir, donc on pourrait dire qu'on est aussi nous tous en cause en parlant de ce sujet ce soir. On essaye de comprendre les ressorts sociaux, psychologiques, juridiques. Sur Twitter, quand même, ce qui est important, c'est que ces comptes, ils sont même plus certifiés aujourd'hui. Il suffit de payer pour avoir cette fameuse pastille. Donc aujourd'hui, Twitter est devenu n'importe quoi. Mais les ressorts sont anciens. Toute démocratie a connu dans son histoire ce type de manifestation. C'est une pathologie de la démocratie, ces dénonciations en chaîne. Moi, je fais vraiment la distinction entre la délation et la dénonciation. La délation, c'est vouloir nuire à quelqu'un ou à une liste de personnes. On l'a eu dans l'histoire. Après la guerre en 1944, il y a eu une liste de noms qui a circulé. Marat avait même lui-même listé les ennemis de la patrie à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est redoutable parce que ça fait planer en quelque sorte sur un groupe social une menace de dénonciation qui peut effectivement être catastrophique en termes de réputation qui peut être détruite. Et la dénonciation, elle, est différente de la délation parce que la dénonciation vise le bien commun. Ça vise effectivement, c'est un acte civique de dénonciation qui permet effectivement de restituer à quelqu'un une valeur qu'il a perdue. Donc je pense que c'est deux concepts différents qu'il faut distinguer. Et Muriel Rius, tout ça est aussi alimenté par la nature du sujet. Certainement, les violences sexuelles, l'idée qu'après les scandales des derniers mois, il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Tout ça est un tout. Alors c'est alimenté par la nature du sujet, c'est alimenté par le Festival de Cannes, puisque c'est pas par hasard que cette liste sort à ce moment, c'est-à-dire à un moment où la concentration de l'attention est très focalisée sur cet événement international où toute la presse internationale est présente. C'est la nature du sujet, c'est aussi sulfureux que de parler aussi de ce sujet-là et que les gens sont en attente quasiment de voir d'autres informations. Je crois que c'est pas sulfureux de parler des violences. Tout ce qu'on a eu comme révélation récente. C'est pas tellement sulfureux de parler des violences sexuelles. Ce qui est sulfureux, c'est de mettre en scène ou en lumière des hommes qui sont des hommes puissants et des hommes qui sont au cœur de certains systèmes et de systèmes dans lesquels on a été sous silence pendant de très très nombreuses années. Alors effectivement, aujourd'hui, la parole s'est ouverte et elle s'ouvre dans tous les secteurs. Elle vient de s'ouvrir dans l'armée, elle vient de s'ouvrir dans l'hôpital. C'est vrai que le cinéma, ça cristallise une attention très particulière, comme les médias d'ailleurs, où les hommes sont tout puissants et cette puissance exercée amène encore plus une attention. Alors vous allez y venir, mais vous évoquez des hommes puissants, donc des élites. Ça peut être des hommes qui sont dans le cinéma, ça peut être aussi des hommes politiques. Je vous propose qu'on regarde une archive qui concerne un homme qui fut puissant. C'était son cas dans les années 2000. Dominique Baudis, terrible histoire de rumeurs. Il est président du CSA en 2003. Il est victime d'une incontrôlable rumeur qui l'assimile à un réseau de pédocriminalité. Regardez. C'est hier soir que Dominique Baudis a décidé d'anticiper une possible convocation de la justice dans l'affaire Allègre. D'ex-prostituées affirment en effet que l'ancien maire de Toulouse participait avec le tueur en série à des soirées sadomasochistes mêlant actes de torture et viol, y compris sur des mineurs. Ces accusations, Dominique Baudis les qualifie d'effarantes machinations. Vous dites vous-même. La calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Évidemment, pour répondre à votre question,
Je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas, enfin, pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participé ou organisé des soirées barbares. Croyez-moi, je ne baisserai pas les bras tant que je ne saurai pas qui est à l'origine de cette saloperie. Dominique Baudis, qui était transpirant, on se rappelle de ces images, il a été totalement blanchi à ce moment-là, quelques années après. Denis Salas, en même temps, on se dit qu'il y avait le tamis de la justice, mais il n'a pas fonctionné, il n'a pas empêché aussi la rumeur à ce moment-là. Absolument. J'ai eu un débat récemment avec son fils Pierre Baudis, qui m'a confirmé qu'il a porté le poids moral de cette infamie qui lui est tombée dessus pendant de très longues années. Et comme vous le dites très justement, la justice, effectivement, il l'a utilisée. Mais l'intervention judiciaire n'a pas gommé, en quelque sorte, n'a pas effacé la cicatrice, la tâche morale qui lui a été posée sur le front. Donc il y a le droit peut effectivement réparer quelque chose, mais il y a une part d'irréparable qui ne permet que la personne qui le subit ne peut surmonter en quelque sorte. Et la justice dépassée aussi par les réseaux. Ouais. D'important, c'est que et les réseaux n'existaient pas à l'époque. Exactement. Dans ce cas-là, comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cas qu'on défend aujourd'hui, ce ne sont ni les enfants victimes de pédophilie, ni les femmes. Ça ne fait du bien à aucun des combats. C'est-à-dire qu'on a les mêmes systèmes en cours sur les réseaux pédophiles. Il y a des gens qui, sur Internet, font du buzz autour de réseaux pédophiles mondiaux qui exploiteraient des enfants avec des théories lunaires. Ça fait du buzz. Encore une fois, ça fait de l'argent. Mais il n'y a aucune défense des enfants derrière ça. Et aucun même, je pense, intérêt pour les enfants. C'est uniquement pour faire du buzz. Et donc, finalement, dans la même situation aujourd'hui, publier des listes. On veut discréditer des gens, s'attaquer à des puissants, à des élites. Peut-être qu'il y en aura qui seront effectivement accusés de quelque chose. Peut-être qu'il y a de la réalité derrière. Mais il ne faut pas se leurrer. Les gens qui font ça ne défendent ni les femmes, ni les enfants victimes de pédophilie. Donc ça pose la question de la motivation. Quelle est la motivation derrière quelle est votre hypothèse ? Bien, il y a plusieurs hypothèses. Il y a peut-être une hypothèse des masculinistes qui sont très présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui, dont toute dont la mission est de banaliser les mouvements féministes, de les attaquer, d'attaquer également les associations. Il y a l'extrême droite qui est très souvent derrière les réseaux dont on a parlé. C'est un élément très important. Et puis, moi, je ne sais pas, parce que c'est peut-être une hypothèse complètement absurde, mais le milieu du cinéma parle depuis longtemps de cette liste. C'est un milieu où les enjeux économiques sont extrêmement forts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, des velléités ? Alors, on va précisément comprendre un peu plus en détail avec vous, Anna, les deux comptes Twitter, enfin ex-Twitter, qui sont derrière cette liste des 10, entre guillemets. Oui, alors on a déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais en tout cas, l'un des premiers tweets qui a lancé la rumeur provient d'un compte qui s'appelle Destination Ciné, avec 27 000 abonnés. Et il y a 10 jours, eh bien, ce tweet annonce, on le voit ici, une nouvelle enquête MeToo par Mediapart qui met en cause plusieurs acteurs du cinéma français. Donc depuis, Mediapart a bien sûr démenti, mais le message a quand même été vu plus de 852 000 fois. On ne sait absolument pas qui se cache derrière ce compte, mais en tout cas, la ligne éditoriale affichée est celle de l'actualité du cinéma français, sauf qu'en fait, depuis quelques années, le ton y est devenu beaucoup plus politique et dans leur viseur de Destination Ciné, il y a évidemment les médias jugés de gauche, Libération, France Inter, Télérama, mais aussi des acteurs et des réalisateurs racisés. Et puis, il y a l'autre compte dont vous parliez tout à l'heure, Zoé Sagan, 200 000 abonnés sur X, ex-Twitter, qui prétend être la première intelligence artificielle féminine du 21e siècle, sauf qu'en vérité, là aussi, c'est un homme, Aurélien Poisson-Atlan, qui en tient les rênes. Aujourd'hui, il est considéré comme un troll complotiste et il est déjà à l'origine de plusieurs révélations. Souvenez-vous, la vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux en 2020, c'était lui. Mais des révélations comme celle-ci, il y en a beaucoup d'autres sur son fil Twitter. Plusieurs plaintes ont d'ailleurs déjà été déposées contre lui pour diffamation, harcèlement, violation de la vie privée. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Festival de Cannes, c'est aussi ce compte qui a publié sans aucune preuve la liste des 10 noms qui a quand même été vue plus de 7 millions de fois. Julien Pain, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen juridique ou pénal peut-être pour enrayer la propagation d'une rumeur comme celle-ci ?
Alors moi, sur les réseaux. Je ne suis pas juriste, mais ce que je peux constater, c'est que ça circule sans aucun frein. Et ça circule où? Ça circule d'abord sur le réseau X. Alors j'imagine qu'on a déjà parlé de ça dans cette émission. Il n'y a pas de modération. Mais qui est tenu par Elon Musk, qui est un fervent défenseur de la liberté d'expression absolue au sens américain. C'est-à-dire on peut dire tout et n'importe quoi, et c'est pas condamnable aux États-Unis. Et donc on se retrouve dans ce type de situation où il y a des gens comme cet ancien publicitaire qui sait faire du buzz, mais il n'a pas d'information. Là, vous dites que pour Griveaux, il a eu une information qui venait de l'avocat Juan Branco, probablement, et il a eu une fois cette information qu'il a exploitée. Mais le reste du temps, il publie des informations qui sont sans queue ni tête, en feuilletonnant. Donc, par exemple, il disait que Brigitte Macron était un homme, et il faisait c'est lui qui est à l'origine de cette... À 19h, je vous annonce encore une nouvelle information. Il feuilletonne, mais ça me fait penser à Hanouna de Internet, en gros, et il feuilletonne des révélations qui n'en sont pas. Au final, il n'y a rien derrière. Denis Salas, est-ce qu'on est sous-équipé, on n'a pas les moyens de lutter juridiquement contre ces rumeurs? Ça paraît mission impossible, par exemple, juste d'interrompre cette propagation. Il faut penser la question en termes de conflit de valeurs. C'est-à-dire, vous avez d'un côté une valeur fondamentale, qui est la liberté d'expression, qui est défendue chez nous par la loi du 181. Aux États-Unis, c'est un amendement constitutionnel. Donc c'est cardinal pour penser cette question-là, et qui est défendue de manière extrêmement forte par tous ceux qui sont les porte-parole. Et puis de l'autre côté, vous avez le droit à la vie privée, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais actuellement, la tendance aux États-Unis et en France, c'est de privilégier la liberté d'expression. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre entre cette liberté d'expression qui est cardinale dans une démocratie et le droit à la vie privée, à l'intégrité personnelle, qui est central aussi dans une démocratie où les individus ont une place considérable. Donc les juges sont entre les deux, et actuellement, il me semble que la tendance, on l'a vu pour MeToo d'ailleurs récemment, la tendance est quand même de privilégier la liberté d'expression, surtout sous l'égide de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10, qui défend aussi cette valeur, et qui consiste à dire, enfin, cette liberté est centrale pour la démocratie. Ceux qui sont victimes de violations de leur vie privée ont des recours, la diffamation, le harcèlement moral s'il existe, ou d'autres. Il y a eu des cas de jurisprudence, par exemple. Oui, alors, il y a des plaintes pour diffamation. Il y a eu parfaitement posé très nombreuses plaintes. En particulier, il y a un arrêt très important qui a été rendu il y a 2 ans par la Cour de cassation, qui a dit la chose suivante, c'est très important. Le mouvement MeToo, à travers les plaintes qui ont été reçues, provoque un débat d'intérêt général dans la démocratie. Et donc cette notion de débat d'intérêt général montre qu'on pense en quelque sorte un mouvement de ce type-là comme effectivement participant d'une démocratie digne de ce nom. Et aujourd'hui où la démocratie est menacée de toutes parts, c'est important de se rappeler cette valeur. Une sorte de premier amont juridique, la manière des États-Unis. Exactement. Oui. Exactement. L'actrice Judith Godrèche est à la pointe du combat, on le sait désormais, pour la libération de la parole dans le cinéma. Elle s'est insurgée contre ce procédé. Elle a démenti être à l'origine de la liste. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai entendu ces rumeurs, a-t-elle écrit sur Instagram, mais les propager n'a rien à voir avec mon engagement. C'est aussi une manière de faire passer des victimes pour des corbeaux et de confondre accusation et délation. Rappelons qu'elle a dénoncé des viols de 2 réalisateurs très connus, Benoît Jacot et Jacques Doyon, quand elle était mineure. Muriel Réus, si cette rumeur reste à l'état de rumeur, est-ce que cela risque d'affaiblir la portée, justement, vous le disiez, des vraies victimes et d'affaiblir leurs paroles réelles? En tout cas, nous, association, notre boulot, notre travail, notre mission, c'est d'accompagner les victimes, de les croire, et tout ce qui peut décrédibiliser leurs paroles va à l'encontre des valeurs que l'on met en place et des missions que l'on s'est fixées. Donc oui, ce sont des éléments déstabilisateurs. Ils sont déstabilisateurs pour l'action que l'on mène. Ils sont aussi déstabilisateurs pour le public qui, finalement, dans ce flou artistique, a du mal à se situer entre est-ce que la parole est fondamentale et est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est réellement portée, et puis des rumeurs de ce type. Moi, je trouve que quand même, il y a eu, dans le L de cette semaine, un sondage extrêmement intéressant où 89% des Français pensent que le comportement des hommes qui commettent des violences sexuelles est inacceptable. Et une autre statistique, 5% pensent que le talent n'existe absolument pas, les comportements, et que les conséquences et les impacts ne sont pas assez reconnus. Donc vous voyez, il y a une progression très forte de la communauté, on va dire, de citoyens et de citoyennes en France concernés par les violences sexuelles, qui rallie un peu le travail des associations. Ouais. Est-ce que c'est la rumeur, on peut se poser la question, est-ce que c'est le prix à payer
pour libérer la parole et se dire qu'elle peut précéder l'information, qu'il faut prendre ce risque-là. Oui, les réseaux sociaux, ça a été la libération de la parole des Iraniens et des Iraniennes, tant mieux. Mais ce qui est en train de se jouer en ce moment, encore une fois, c'est pas ça. Les gens qui ont publié cette rumeur, c'est pas des gens qui défendent les droits des femmes. C'est des gens qui, il y a encore quelques mois, disaient le contraire et que MeToo allait trop loin, qu'ils n'en voulaient pas. Donc, il ne faut pas se tromper. Ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils sont en train de saper les fondements même de notre démocratie à coups de fausses informations et de rumeurs et de diffamation. C'est ça qui est en train de se jouer. Ils n'en ont rien à faire du sort des femmes. Il peut y avoir une ingérence étrangère. Il faut être clair là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir une ingérence étrangère aussi, ou pas? Tout est imaginable. C'est des gens qui sont proche de l'extrême droite française. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des noms qui un jour s'avèreront vrais. Une horloge cassée va donner la bonne heure une fois par jour. Donc peut-être qu'il y aura un nom dans cette liste qui va s'avérer vrai. On va dire, oh là là, il avait annoncé. Mais au final, ce n'est pas du tout ça qui joue. Et s'il y a des ingérences étrangères, pourquoi pas? Parce que c'est des gens qui sont très proches de mouvements d'extrême droite durs. Et on sait que l'extrême droite dure en France a eu des liens, notamment avec la Russie. On peut tout imaginer. Moi, je ne peux rien affirmer, évidemment. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a un but derrière tout ça. Il y a une volonté de déstabilisation. Et ce que l'on demande, nous, aujourd'hui, c'est si des enquêtes sérieuses ont été faites par des médias d'investigation, il faut que ces enquêtes sortent et qu'on ne reste pas sur ces rumeurs telles qu'elles sont. Et une dernière question, Denis Salas, sur le tribunal populaire, qui par rapport à ça pourrait être salutaire. Ça semble... c'est assez étonnant. C'est-à-dire, oui, on a beaucoup parlé du tribunal médiatique en la matière. C'est pas la même chose? Et moi, je distinguerais quand même, parce que le tribunal médiatique, ça évoque une juridiction avec des droits, des présomptions d'innocence. Tout ça n'existe pas dans le champ qui nous occupe. C'est une accusation, je dirais plutôt. Une accusation qui peut effectivement se passer de tout ce qui fait la richesse du judiciaire, le contradictoire, la discussion, la présomption d'innocence, et qui confond en quelque sorte le jugement, la peine, la condamnation dans un seul mouvement, si vous voulez. Donc c'est là où c'est extrêmement dangereux, parce que s'il s'avère qu'il y a des faits qui seraient ultérieurement confirmés par une enquête, eh bien, ça pourrait se solder par une condamnation pénale un jour, à un moment donné. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour.